bienvenue à cette deuxième table ronde avec des auteurs, avec des gens qui ont écrit, réfléchi autour de deux thématiques. Celle d'abord de l'école, qui est évidemment un véhicule extrêmement important pour la laïcité, pour l'universalisme, pour la citoyenneté de façon générale, mais aussi une autre sphère, celle du droit des femmes. Et comme par hasard, ça rejoint pile poil le mandat de l'Observatoire de la laïcité de Saint-Denis, parce qu'on y a remarqué depuis quelques années que les femmes ne se sentaient pas à l'aise à Saint-Denis. Et c'est d'ailleurs elles qui ont attiré notre attention d'abord sur leur malaise, mais aussi sur leur volonté d'agir à Saint-Denis au sein d'une association. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé l'Observatoire de la laïcité de Saint-Denis. C'est grâce donc aux femmes dionysiennes qui ont souhaité agir dans leur environnement. Donc l'école, les droits des femmes sont deux sphères dans lesquelles nous intervenons, donc à l'Observatoire de la laïcité de Saint-Denis, sur lesquelles on réfléchit. Et nous sommes immensément heureux de pouvoir accueillir des personnes de qualité qui ont écrit, qui se sont commis dans des ouvrages. Donc je pense à vous, Monsieur Ravet, je pense aussi à Frédéric, donc, qui est journaliste, mais qui a un regard donc, de l'extérieur sur l'institution. Et vous allez donc partager avec nous votre réflexion, donc l'un de l'intérieur et l'autre de l'extérieur. Quant à vous, chère Annie et chère Christine, vous venez du mouvement féministe, de ce mouvement universaliste du féminisme, et vous avez vécu donc, ces dernières années, comme nous toutes et nous tous, un désamour de l'universalisme au sein du mouvement féministe. Donc on a noté une fracture, on a noté donc, des courants intersectionnels qui ont phagocyté, qui ont fracturé donc, le mouvement féministe, d'abord sur la question du voile, mais aussi sur la question de la prostitution. Comment donc aborder cette question, comment appréhender cette question de la marchandisation du corps des femmes. Elle a fracturé donc le mouvement féministe. Et donc vous allez venir aujourd'hui, et l'une et l'autre, donc parler de ce que vous faites de façon quotidienne. Christine, plus à travers donc, ton action au sein des LGBT, parce que là aussi, on a vu aussi des courants relativistes contaminés par cette pensée anglo-saxonne, qui a contaminé d'autres sphères, comme nous l'avons évoqué dans la première table ronde. Donc, sans plus tarder, donc, je vais vous donner la parole. Alors, la première donc, à prendre la parole, ça va être Christine. Le deuxième intervenant, ça va être Bernard Ravet. La troisième intervenante, ça va être Annie. Et finalement, Frédéric, vous allez avoir le bonheur de clore cette table ronde. Alors, Christine, je t'en prie, tu as donc 10 minutes. D'accord. Pour faire ton exposé. Alors, merci. On m'avait dit 8, alors moi j'ai minuté 8 minutes. Mais bon, peut-être que... Ah non, mais 8 minutes, c'était entre nous. Ah d'accord, oui. Pardon. Voilà. Bon, je me reconcentre. Alors, en effet, moi j'ai d'abord été confrontée donc, à la question de l'universalisme dans le mouvement LGBT, mais également dans le mouvement des femmes. Et je dois dire qu'en tant que féministe et militante féministe, cette question se pose de manière douloureuse, car les féministes universalistes sont hélas de plus en plus isolées au sein du mouvement des femmes. Donc, il y a toujours eu des versions différentes du féminisme. Tout le monde a entendu parler du clivage dans les années 70 entre psychanalyse et politique et les féministes lutte de classe, par exemple, puis des théories post-modernes américaines du mouvement queer et du féminisme dit pro-sexe. Dès la fin des années 90, a émergé au plan mondial un féminisme relativiste qui a pour particularité de renvoyer les femmes à leur, on va dire, identité régionale, culturelle, religieuse, au fin de les soumettre à l'oppression patriarcale
par le biais identitaire. Ce féminisme, il n'est pas apparu spontanément, mais avec la montée des intégrismes religieux et l'influence grandissante au sein des institutions internationales de pays tels que l'Iran, qui, en finançant des groupes féministes islamiques, notamment, se sont attaqués à l'universalité des droits des femmes. Le relativisme culturel a engendré des féminismes différentialistes, essentialistes, qui séparent les femmes les unes des autres au profit d'autres luttes que celles contre le patriarcat. Qu'ils s'appellent intersectionnels, identitaires, décoloniales, islamiques ou que sais-je, ce féminisme relativiste s'oppose au féminisme universaliste qui, lui, continue de plus en plus isolé à revendiquer l'émancipation inconditionnelle des femmes et des minorités sexuelles partout dans le monde. En effet, les femmes subissent dans le monde entier un socle commun de violence et de discrimination patriarcale auquel se surajoutent, dans certaines régions du globe, de violents dictats politico-religieux qui privent les femmes de toute liberté. Le féminisme relativiste n'est pas seulement une récupération, un dévoiement du féminisme, c'est un contre-féminisme. Renvoyer les femmes à leur communauté, leur culture, leur tradition, leur religion empreinte de sexisme ne pourra jamais les émanciper et freine l'émancipation de toutes les femmes. S'il n'y a jamais eu une seule version du féminisme, certains féminismes ne sont que des impostures. Le féminisme ne s'adapte pas aux règles posées par l'oppresseur, il les renverse. Merci. Las de faire ce constat, après le 8 mars 2016, nous avons fondé le réseau des vigilantes, féministes universalistes et laïques, dont nous sommes les porte-paroles avec Arlette Zilberg, qui est également dans la salle. En tant que présidente du Centre LGBT Paris de 2005 à 2012, j'ai été confrontée aux dérives du mouvement LGBT, à ses alliances délétères avec les indigénistes. Je pense notamment à Didier Lestrade, qui contribuait au site Minorité, à ACT UP, au STRAS, syndicat des travailleurs du sexe, qui n'a de syndicat que le nom, qui notamment ont contribué à perturber le débat qui était organisé à la Fête de l'Humanité, où Caroline Fourest a dû être exfiltrée. J'ai fait l'objet d'une protection policière lors de ma dernière année de présidence du Centre LGBT Paris. Et la dernière assemblée générale s'est tenue avec un quart de police à l'extérieur du centre et le fonctionnaire qui me protégeait posté dans le café juste en face. J'aurais pu m'attendre à ce que des menaces viennent de l'extrême droite. Mais non, des islamo-gauchistes, agitateurs TPDG, comme ils se nomment eux-mêmes, je traduis, transpédéguines, amplement influencés par ACT UP, et ces émanations ont toujours politiquement influencé le mouvement LGBT. Quand ils se sont rapprochés du Parti des indigènes de la République, subjugués par leurs méthodes, peu, pour ainsi dire pas, de militants LGBT se sont démarqués. Être féministe, abolitionniste de la prostitution, laïque et universaliste n'était et n'est toujours pas permis aux porte-parole du mouvement LGBT avec lequel j'ai pris des distances, bien entendu, depuis. J'attends que des responsables de ce mouvement se prononcent très clairement sur ces questions. Un exemple récent, puisqu'il date de la fin août de cette année, de la difficulté de travailler en tant que féministe universaliste, c'est la censure qui a été exercée par le milieu universitaire féministe francophone contre Fathia Abou-Djallat et moi-même. Un atelier proposé par l'Institut Émilie du Châtelet avait pour titre « Conditions et contours d'un féminisme universaliste aujourd'hui ». Nous avions été sollicités pour intervenir, mais des pressions ont été exercées au point que l'atelier a purement et simplement été interdit par le Congrès international féministe francophone, qui l'avait pourtant inscrit au programme officiel.
Des accusations fallacieuses avaient été portées contre Fathia au sujet d'un tweet humoristique sur Rokhaya Diallo. Aucune explication n'a été donnée quant à mon éviction. Ce qu'il faut retenir de cette censure, à mon sens, c'est que le féminisme universaliste est interdit de citer dans le milieu féministe universitaire qui protège les égéries du féminisme identitaire en lutte contre un fantasmagorique racisme d'État. Les relativistes, post-coloniaux, indigénistes, etc., ont réussi, à force d'entrisme politique, à pervertir tous les mouvements sociaux. Le mouvement des femmes et le mouvement LGBT n'ont pas été épargnés. Le milieu universitaire féministe est gangréné par ces dérives au service d'agendas politiques très éloignés du féminisme. Il influence intellectuels et médias, le plus souvent au garde à vous. Le peu de solidarité féministe exprimé à cette occasion est d'ailleurs révélateur de l'emprise exercée, y compris sur le mouvement des femmes. Mais nous devons réagir et, dans l'intérêt des femmes et de tous, réhabiliter le féminisme universaliste. Aussi sommes-nous venus aujourd'hui avec une proposition très concrète à vous faire. Le 25 novembre dernier, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, les organisatrices de Nous Toutes, imitant les Américaines, n'ont pas hésité à nouer des alliances pour le moins douteuses avec des représentantes du féminisme relativiste, comme par exemple Rokhaya Diallo, dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, mais d'autres également, et trahissant donc toujours plus le féminisme universaliste. Elles ne vont pas en rester là. Et comme vous le savez, le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Le 8 mars, c'est très bientôt. Des membres, l'année dernière, pour rappel, des membres d'un cortège pro-palestinien pour la libération d'Ahed Tamimi ont injurié et menacé un petit groupe de femmes constitué des Femmes sans voile d'Aubervilliers, de la Clé, de Regard de Femmes, de la Ligue internationale du droit des femmes et des Vigilantes qui affichaient des pancartes en soutien aux femmes iraniennes en lutte contre le port du voile obligatoire. Il est grand temps de réagir. C'est intolérable d'être ainsi agressé au sein d'une manifestation féministe organisée le 8 mars. À cet effet, nous proposons d'organiser cette année un 8 mars féministe universaliste, solidaire des femmes qui tentent de se libérer de la domination patriarcale et religieuse, les Iraniennes notamment. Nous venons d'ailleurs d'apprendre que l'Association des femmes iraniennes en France organise le 2 mars une conférence à Paris. Reste à déterminer ensemble quel type d'action pourrait être organisé d'ici le 8 mars. Nous avons très peu de temps en réalité. Faut-il organiser un imposant cortège féministe universaliste tous ensemble dans la manifestation unitaire ou un événement à part? Il nous reste très peu de temps. Il faudrait pouvoir en discuter rapidement. Et nous vous proposons d'organiser une réunion à Paris le 25 janvier pour pouvoir en discuter toutes et tous ensemble. Merci. Ce qui me frappe de ce que tu viens de partager avec nous, c'est ta grande détermination. Et je te trouve immensément courageuse d'avoir poursuivi ton action, d'être présente avec nous et surtout d'avoir le goût, l'envie de continuer avec nous, à nos côtés, de prendre l'initiative pour organiser cette journée donc, du 8 mars sous le signe de l'universalisme. Je trouve que c'est un extraordinaire message d'espoir que tu nous livres aujourd'hui. Merci. Ce sont les vigilantes. Merci.